Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Jacob, née en Afrique dans les années 70 et ayant beaucoup voyagé depuis son plus jeune âge. Caroline a vite eu un intérêt immense pour les mystères de la vie et de la nature, du corps et de la psychologie humaine. Diplômée en kinésithérapie, ostéopathie et spécialisée dans les liens corps-esprit avec une spécialisation en psychomotricité et plus tard un diplôme en médecine, méditation et neurosciences, elle est également formée à différentes approches psychocorporelles dont la thérapie systémique et familiale, le massage holistique et le toucher thérapeutique. Bon, tout ça pour vous dire que nous avons une experte en la matière qui va nous éclairer sur toutes ces pratiques, ce qu'elles ont à nous apporter, quand et comment les utiliser. Alors, sois la bienvenue Caroline, comment te sens-tu ? Bonjour d'abord, et je me sens assez à l'aise et confortable. Je vois que tu as bien étudié mon CV là, et voilà, je suis curieuse. Curieuse. Moi aussi je suis curieux de savoir ce que tu as à nous apporter et puis curieux aussi d'en savoir un peu plus sur ces pratiques parce que mine de rien, on a tous entendu parler de l'ostéopathie, on a tous entendu parler de la kinésithérapie, de la méditation, mindfulness, mais qu'est-ce que c'est exactement et puis comment tout ça s'imbrique voilà, je pense que tu vas pouvoir nous éclairer très rapidement là-dessus. Dis-moi, Caroline, qui es-tu, Caroline, vue par Caroline? Ah, ça commence fort. Euh, Ouais. qui suis-je? Eh bien, je suis une femme de d'âge mûr, on peut dire comme ça. Euh, et je suis mère de deux grandes filles. Ça, c'est qui je suis. D'abord, voilà, si je dois me présenter. Et je suis aussi une aventurière et une passionnée de la vie. Mhm. Donc, je suis maman et en étant maman, j'aime aussi toujours beaucoup, voilà, découvrir, vivre ma vie de femme, d'aventurière et d'amoureuse de la vie. Je combine tout ça. Et aussi Mhm. de soignante Ok. et d'enseignante. Et d'enseignante, on voit qu'il y a une multicasquette là de ton côté. Aventurière, pourquoi tu te dis aventurière? Bien parce que j'adore les aventures. Ouais, J'adore les aventures. Pour moi, la différence entre une aventure et un voyage, c'est que l'aventure, on ne sait pas trop où ça va nous mener. ouais. Et j'aime vivre aussi la vie comme ça et faire des expériences. Voilà, comme je le disais, je suis curieuse et Mhm. j'aime les expériences sans savoir où ça va me mener. Donc, pouvoir me laisser porter aussi, parce que la Ah. vie peut apporter, amener, faire découvrir. Donc, c'est pour ça que je dis aventure. Oh, ok. Et ça viendrait peut-être peut-être de ta naissance dans un pays africain. C'est ça? Dans quel pays d'ailleurs d'Afrique Je es-tu suis né? née au Congo, Au Congo. D'accord. donc c'était le Congo belge. Ouais. Et, et voilà, j'ai vécu là-bas effectivement les 7 premières années de ma vie, Mm. dans un climat familial qui n'était pas forcément, enfin loin d'être rose et facile. Ok. Mais par contre, je pense que la ressource de la nature et voilà, de la culture aussi africaine m'a donné effectivement cette espèce de curiosité, mais aussi euh, parce qu'on peut parler de lâcher prise. Mm. Quand on vit dans un pays où les ressources ne sont pas comme celles qu'on a ici en Europe et en Occident, effectivement, il y a une autre mentalité qui s'installe et qui est de faire avec les choses comme elles sont, Ok. d'accepter. Mhm. Ouais. Ouais, donc du coup, ça vient peut-être de là, de cette envie de découvrir et de partir à l'aventure comme tu le fais et tu le fais encore aujourd'hui entre Liège, ou en tout cas les environs de Liège et Ibiza. Et on reviendra probablement là-dessus. Comment t'es parti exactement dans ce monde de la santé et du bien-être? Parce que mine de rien, voilà, peut-être que tes parents sont issus de ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a animé ou habité à ce moment-là? Alors, c'est totalement l'inverse. Ok. Donc, j'avais des parents plutôt très coupés de leur corps, des émotions. Ouais. Et moi, je l'ai vécu comme vraiment un grand manque, en fait, dans ma vie, le fait d'être
voilà, d'être touché, le fait qu'on puisse parler d'émotions, qu'on puisse. Je suis née dans une famille, comme beaucoup de familles d'ailleurs, avec pas mal de difficultés. Les expatriés, ils ont tendance à boire beaucoup. Donc, Hmm. mon père, on peut le dire, était alcoolique et, et violent. Et donc, ma mère très effacée, très soumise. Et là-dedans, je pense que j'ai navigué pour trouver ma place. Et puis surtout pour survivre. Hmm. Pour survivre. Et pour moi, ce qui m'a permis, je pense, de survivre, ça a été le contact avec le corps et la nature. Hmm. Ouais. Et donc ça m'a intéressée. Les émotions, donc une émotion, les émotions, c'est un langage corporel, hein, ça vient pas Ouais. du mental, ça vient pas de l'esprit. Puis le lien entre le corps et les émotions, et puis petit à petit, tout ce que tu as cité Ouais. précédemment. Et donc, en gros, t'es parti de la kinésithérapie, hein, c'est ça. Euh, Pourquoi, en fait, par la kiné, par le corps, et puis ensuite, gentiment, l'ostéopathie, hein, c'est ça? Alors c'est comique parce que, en fait, j'avais commencé des études de psycho. Ok. Oui. Voilà, je m'intéressais au, au fait de faire du bien aux gens, et donc j'avais commencé Hmm. la psycho. Et puis après quelques mois, je me suis très vite rendu compte que j'allais m'ennuyer en fait si je restais assise juste à écouter les gens, et que étant Ouais. donné que j'ai un esprit qui a tendance à partir un peu dans, voilà, dans différentes directions, et peut-être un petit côté un peu hyperactif, Ouais. je me suis dit, mais ça va pas être possible pour moi de rester assise des journées entières juste à écouter. Et Hmm. là, j'ai pris une année sabbatique. Ok. Et là, t'as quel âge, là, c'est à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 18 ans, donc j'ai mon bac, comme vous dites en France. Et Ouais. ouais, je sors de l'école et je prends une année sabbatique. Et puis là, par différentes rencontres, et peut-être moi aussi, en ayant rencontré une kiné qui à la fois travaillait sur les liens corps-esprit, et qui m'a pas mal aidée à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas la kiné? Mais dans l'idée déjà d'avoir une approche corporelle pour soutenir en fait le bien-être plutôt global. Et puis D'accord. j'avais commencé aussi déjà, avant de commencer psycho, j'avais commencé des formations en massage. Je faisais du Hmm. yoga depuis très jeune, de la Ok. méditation. Et genre à 16 ans et demi, j'ai commencé des formations en massage parce que moi, je sentais que j'avais besoin d'être, le toucher me manquait cruellement, et Hmm. j'avais envie d'explorer ça. Donc tout Hmm. ça m'a naturellement conduit vers la kiné plutôt que vers la psycho. Donc j'ai switché. Yes. Et donc tu t'es formé à la kiné, ensuite à l'ostéopathie. Ouais. Donc l'ostéopathie, quelle est la différence peut-être entre kiné et ostéopathie? Et puis après, en fait, comment tu imbriques l'ostéopathie avec bah, le mindfulness, la pleine conscience, le yoga, tout ça, qu'est-ce qui est Voilà, lié en fait? Bon, c'est vaste. et ouais. Donc l'ostéopathie, c'est une approche qui est de nouveau, beaucoup plus globale que la kiné. La kiné, c'est assez symptomatique. On suit des prescriptions médicales. Donc, les Hmm. patients arrivent avec une prescription médicale pour traiter tel ou tel symptôme. Et donc, en général, dans la prescription, ça reste localisé sur une zone. Hmm. En ostéopathie, on est habilité à faire un diagnostic. Donc, dans le monde anglo-saxon, l'ostéopathie, c'est une médecine. Il y a la médecine allopathique qui prescrit, et la médecine ostéopathique qui traite avec le corps, et qui traite de façon beaucoup plus globale de nouveau, hein. J'aime bien Ouais. cette notion de globalité, je m'en rends compte en te, Ouais. en te parlant. Et, et donc pour moi, c'était important de pouvoir faire ces liens entre, par exemple, une douleur d'épaule du haut du corps, ben, peut venir d'un problème viscéral, peut venir Bien d'un sûr. problème du foie. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'intuitivement, j'ai toujours, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours eu l'intuition en fait que dans le corps tout était lié. Et j'avais une Hmm. petite frustration en kiné de pas pouvoir voilà, mettre en place ces liens. Et donc l'ostéopathie m'a vraiment permis ouais, de mieux comprendre, en fait, de faire un pas plus loin vers la compréhension des liens entre les différentes parties du corps, Ouais. mais aussi entre les liens entre notre mental et notre corps. Hmm.
d'ailleurs fait mon mémoire d'ostéopathie là-dessus. Il y a quelques années, c'était pas encore très connu, donc c'était un peu difficile pour certains d'accepter que ce soit clairement établi. Mais ouais, moi, ça me passionnait déjà. Quand tu dis établi, c'est par rapport aux mots en gros de l'esprit qui se répercute sur le corps et vice-versa ou, Oui. Ouais. Ah, Et okay. maintenant, avec justement tous les travaux sur l'impact du traumatisme, donc le nerf vague, etc., on réalise vraiment qu'il y a une interaction constante entre les deux sphères et qu'on n'est pas des êtres soit de tête, soit de corps. Ouais, je comprends très très bien. Bah, du coup, la kinésithérapie, l'ostéopathie, donc on voit, et mine de rien, si je prends la plupart des Français, on savent ce que c'est, ont plus de ça grâce à leur mutuelle, la possibilité d'avoir 1, 2, 3 séances par an d'ostéopathie, en plus de la kinésithérapie qui est prescrite par un médecin. Tu as aussi t'as 3 grandes spécialités, tu as une deuxième spécialité qui est le yoga. Notamment, tu en faisais quand tu étais beaucoup plus jeune ou depuis que tu es toute jeune. Y a différents types de yoga. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le yoga? Parce que on se fait une image, on va dire, globale du yoga. Bon, ok, c'est sympa, c'est bon pour le corps et l'esprit. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes peut-être pratiques de yoga qu'il y a et comment mettre tout ça en place si on veut se lancer? Ok. Alors ça aussi, c'est un sujet qui pourrait prendre une journée de podcast. En tout cas, tu peux prendre le temps. Là-dessus, c'est des temps longs. Okay. Vas-y. Donc le yoga, ça veut dire l'union. Okay. Donc c'est l'union du corps et de l'esprit. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir le yoga quand j'avais 13 ans. Et donc de façon d'abord expérientielle, qu'on pourrait qualifier d'empirique, j'ai vraiment senti les effets de la pratique du yoga sur mon corps et aussi sur mon esprit, sur mon mental et sur ma personne tout entière. Et puis donc, logiquement, comme je l'ai expliqué, j'ai poursuivi par cet intérêt entre les liens, l'esprit, la psychologie, la kinésithérapie, etc. Et je pratique toujours du yoga maintenant et je l'enseigne aussi. Alors, il y a effectivement différents types de yoga. On a parfois tendance à croire, et ça c'est réducteur, je trouve, et notamment ici à Ibiza, c'est très fréquent, à croire, à pratiquer le yoga comme une discipline plutôt physique. Alors c'est vrai que c'est chouette, c'est des postures, ça donne de la stabilité, ça donne de la force musculaire aussi, de l'équilibre. Mais le yoga, c'est beaucoup plus que ça. Alors, ça muscle aussi, hein. Donc, tu me demandais les différents types de yoga. Il y a notamment le yoga Ashtanga, qui est une pratique très ritualisée comme ça, toujours les mêmes enchaînements. Et là, c'est vraiment une gymnastique c'est très, très physique, en fait. Moi, c'est pas ce que je préfère. Dans le côté plutôt physique aussi, il y a le yoga vinyasa, qui sont des postures aussi qui s'enchaînent, donc sans pause, tout s'enchaîne, donc c'est assez c'est fluide. Il y a aussi le vinyasa flow, et le vinyasa, il peut être plus intense ou plus doux, mais de façon générale c'est assez intense. Alors le hatha, il est un peu entre le yoga plus doux et la prise de conscience avec la respiration, avec les sensations, etc. Mais ce sont aussi des postures. J'aime encore bien aussi le hatha, qui nous amène à conscientiser le souffle et la respiration. Donc le hatha est vraiment basé sur la respiration, et ce sont les postures qui s'adaptent au souffle et pas le souffle qui va s'adapter aux postures. Okay. Donc dans le yoga, il y a plusieurs niveaux justement. Il y a les postures, il y a justement le pranayama, donc la respiration, qui est très très importante parce que le souffle nous relie justement à ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis on sait aussi, si on fait des liens avec le système nerveux, que la respiration, c'est la seule fonction du corps qui est à la fois automatique,
C'est un système, hein, le système respiratoire via les poumons. Ça se fait de façon tout à fait automatique et naturelle, dans quel que soit l'état dans lequel on est. Même dans le coma, on respire. Quand on dort, on respire. Donc, on le fait de façon inconsciente. Mais on peut aussi avoir une action consciente sur le souffle et la respiration. Et c'est vraiment pour moi une expérience, un outil. J'aime pas le mot outil parce que ça fait utilitaire, alors que le souffle, c'est quelque chose aussi qui peut être même sacré, spirituel, mais très très précieux en fait. Si on parle d'une boîte à outils pour prendre soin de soi et pour connecter le corps et l'esprit, la respiration, c'est la clé, en fait. Il y a aussi la méditation. Enfin, il y a plusieurs niveaux, hein, comme ça, dans le yoga. Mais il faut vraiment considérer que c'est de nouveau une pratique très globale et que simplement alors je dis simplement, c'est pas simple non plus, les postures, mais les postures sont un aspect du yoga. Après, il y a aussi l'alimentation. Il y a différents petits rituels aussi. Donc, c'est de nouveau, c'est une hygiène de vie, en fait, le yoga. C'est une façon de vivre. D'accord, donc c'est vraiment aussi une vision globale. Tout à l'heure, on était sur la santé globale avec l'ostéopathie notamment. Là, tu es aussi avec le yoga dans une... Voilà, tu parles d'alimentation, tu parles donc un peu de sport, d'activité physique en tout cas, de respiration, donc de relaxation, de connexion corps-esprit. Il y a vraiment quelque chose de 360 là, qui est là aussi, qui est très ancré dans ce sport, dans cette pratique. C'est une pratique plutôt qu'un sport, on va dire ça comme ça. Oui, c'est une pratique. Oui, c'est une discipline de vie, c'est une pratique de vie. En fait. Ok. Et du coup, moi, je fais pas de yoga. Ce serait quoi, toi, tes tips pour dire, bon, ben voilà, j'ai envie de tester le yoga, voire potentiellement m'y mettre. C'est quoi les premières choses à faire? Est-ce que je vais sur Internet regarder des vidéos YouTube et puis je vais faire, je sais pas, des petites choses qu'on peut voir sur Internet, ou au contraire, je vais dans un centre de yoga à côté de chez moi et je vais partir là-dessus. Quels seraient tes conseils? Moi, j'irais plutôt dans un centre, en tout cas trouver un professeur. Okay. Et comme je le dis souvent, tant à mes patients qu'à mes élèves, tu peux pas accrocher avec n'importe qui, avec n'importe quel type de yoga. C'est intéressant parfois, c'est comme avec les thérapeutes en fait, parce que c'est une voie, c'est un chemin, et donc ça peut être intéressant d'essayer plusieurs. Et les personnes qui me disent ah non, j'ai essayé, j'aime pas. Je trouve que là, c'est justement peut-être manquer un peu d'esprit d'aventure parce que ça se résume pas à une pratique, un professeur. Et si on essaye et qu'on n'accroche pas dès le début, ça peut être intéressant, d'essayer une autre pratique. Alors, il y a des chouettes trucs sur Internet, évidemment, mais je pense que c'est intéressant quand on commence de rencontrer un professeur, quelqu'un qui va pouvoir vraiment te guider dans les différents aspects, puis trouver celui qui va répondre le plus à tes besoins, aux besoins de ton corps. Et aussi, dans les mouvements, ce qu'on appelle les asanas, il faut pas y aller n'importe comment. Ça peut être très puissant, et puis on peut se faire mal aussi si on le fait n'importe comment, parce qu'une des tendances que je vois, et je le vois aussi quand je donne des petits cours sur Internet, c'est qu'on a toujours tendance à donner le maximum, à vouloir aller au bout de telle ou telle posture ou de tel ou tel mouvement. Et là, ma casquette d'ostéo et de kiné dit attention, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut se faire mal. Donc, ce que tu disais tout à l'heure m'a rappelé une pensée que j'ai et qui est que pour moi, le yoga, c'est une forme d'auto-ostéopathie. En fait, en pratiquant, mais dans les différents aspects, pas seulement les postures, pas seulement la respiration, pas seulement la méditation, pas seulement l'alimentation. Quand on le pratique de façon globale, eh bien, c'est vraiment une façon de se réguler tant au niveau du corps que de l'esprit. Mais l'idée, évidemment, c'est de ne pas le faire non plus n'importe comment, et puis commencer en étant, je pense, accompagné, c'est toujours... Ouais. Et du coup, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux. Tu as des niveaux 1, 2, 3 ou des niveaux débutants, intermédiaires, etc. Ou comment? Ouais, c'est ça. Oui.
Oui, il y a plusieurs niveaux. Alors, de nouveau, moi, j'ai fait aussi à un moment donné, j'ai fait du Bikram yoga. Moi, je fais du yoga. Ok. J'ai jamais arrêté, en fait, le yoga, hein. J'en fais tous les jours. Parfois, c'est 2 minutes, parfois, c'est 3 minutes, parfois, c'est 1 heure, mais ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. Ouais. Sauf, voilà, les journées exceptionnelles de repos total. Euh, le Bikram yoga, c'est ce yoga qui se donne dans des pièces très chaudes. Ok. Alors, c'était aussi un phénomène de mode. Donc, il y a plein de sortes de yoga maintenant, hein. On peut adapter Hmm. le yoga à toutes les sauces. Donc, il y a un phénomène de mode autour du yoga. Le Bikram, c'est un Indien, je pense, qui l'a créé en Californie. Donc, il faisait naturellement chaud. Et c'est Ouais. vrai que la chaleur, elle est intéressante. En Inde aussi, il fait souvent chaud. Enfin, dans le nord de l'Inde, à Rishikesh, là où on pratique beaucoup de yoga, il fait pas forcément chaud. Mais ce yoga donc se donne dans les pièces chaudes et permet en fait une détente beaucoup plus importante des muscles, hein, parce que la chaleur détend, c'est comme si on faisait du yoga dans un sauna. Ouais. Et là, je voyais des gens, alors pour moi c'était presque une hérésie, donc le Bikram c'est des filiales, hein, c'est devenu un grand groupe. Pour être prof de Bikram, il faut faire la formation Bikram, etc., etc. Bon, il y a un côté Ok. dogmatique. Moi, j'aime Ouais. pas les dogmes. Euh, mais alors, pour moi, c'était aussi époustouflant de voir que des personnes arrivaient, 55 ans, un petit questionnaire, mais pas forcément de questions poussées sur leur état de santé, et puis se retrouver à faire des postures, mais des trucs super intenses, avec une accélération du rythme cardiaque qui peut aller jusqu'à des 130, et puis tout, voilà, rouge, presque suffocant. Ah, ok, ouais, je vois Et là, je l'image. me dis, waouh, non, ça pour moi, c'est risqué, très risqué. Donc, Hmm. il y a quand même des pratiques auxquelles Tu te voilà, que je refuses. ne recommande pas pour les débutants. Et puis ces personnes-là, mais oui, se retrouver, même si les muscles, alors dans ce cas-là, permettent d'aller loin dans les postures, mais Hmm. le corps, il n'est pas fait pour ça, quoi. Ouais. Donc quand même toujours garder un petit esprit critique, évidemment. Et l'idée n'est pas de faire des postures, n'est pas non plus de perdre du poids, parce que Bikram, il vend aussi ça, par Ouais. exemple. Bah, on Voilà. peut imaginer avec la chaleur, transpiration, un peu de sport, du coup, Ouais, les effets sur le corps. Ouais. Ouais. voilà. Alors c'est très satisfaisant, juste cette pratique, parce que effectivement, on transpire et c'est comme si on avait fait un jogging de 2 heures après 1 heure de pratique. Mais je dirais attention, quoi, petite sonnette rouge avant de choisir cette pratique si on est débutant, en tout cas. Et d'ailleurs, toujours dans cette philosophie, d'en savoir un peu plus sur le yoga, comment en fait je détecte un bon prof de yoga d'un mauvais, au-delà des avis potentiellement pipés de Google. Euh, comment on détecte ça? C'est Alors, diplôme? oui, je dirais qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui peut être à l'écoute Hmm. et voir que la pratique, elle est très personnelle en fait. Même si c'est une pratique en groupe, elle doit être adaptée. Et le bon prof doit vraiment proposer l'adaptation Ok. pour chaque individu. Et donc, pour moi, un bon prof, c'est pas un prof qui a 30 élèves. Hmm. En général, entre guillemets, les bons profs, ils sont plutôt avec une dizaine d'élèves, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, selon mon point de vue. Alors, quand Ok. on va pratiquer en Inde, c'est différent parce qu'il y a des assistants, etc. Ouais. Mais ici, en Occident, avec le corps d'Européens, d'Occidentaux, où voilà, on est raide, on n'habite pas le corps, on n'est pas habitué. Hmm. C'est vraiment important pour moi d'avoir un prof qui peut, même si c'est en ligne, parce que moi je donne des cours en ligne, mais c'est des petits groupes. Je peux voir D'accord. les élèves et voilà, adapter. Donc ça pour moi c'est la première raison, enfin la première chose. Et puis peut-être aussi un prof qui est cohérent avec ce qu'il ou elle enseigne. De nouveau, voilà, je vis ici à Ibiza la moitié du temps, et c'est vrai qu'il y a vraiment il y a tout type de yoga, et donc c'est aussi ce qu'on recherche. Hein. Il y a du yoga boxéo yoga, donc du yoga qui te empowerment là, Ah ouais. qui donne vraiment De la du boxe, quoi. pouvoir. Donc si c'est ça qu'on veut, mais il faut savoir qu'alors on est un peu on n'est pas totalement dans le yoga. Hmm.
On utilise le yoga pour développer quelque chose, alors que normalement, le yoga, c'est le tout. Euh, Ok. ou bien il y a des yogas qui sont vraiment pour avoir des superbes lignes, des beaux corps, donnés par des profs aussi, tout aussi musclés, bronzés, etc. Voilà, de nouveau, ça dépend ce qu'on cherche. Hmm. Et moi, si j'ai envie d'en savoir plus, tu vois, est-ce que tu aurais des bouquins, des formations, pas forcément envie d'être prof de yoga, mais en tout cas, de me dire, j'ai envie d'en savoir plus sur le mode de fonctionnement parce que ça m'intéresse d'aller travailler sur mon alimentation, travailler sur la respiration, travailler sur les piliers du yoga. Il y a des sites internet, il y a des choses comme ça qu'on peut, où on Alors, peut il y a naviguer? beaucoup, beaucoup de choses, évidemment. Ouais. Je pense qu'il y a un bouquin de Desi Kachar, Ok. qui est un des grands maîtres de yoga. J'ai oublié le nom là du bouquin, mais je peux juste. Comment tu l'écris, Cachar? Desi Kachar, D-E-S-I, Ok. Yes. alors K. Desi, K-A, attends, Desi Cachar. K-A-R. Ah, ok. Desi, Bon, je mettrai. parce que j'ai oublié un H quelque part. Donc, je reprends. C'est Vas-y. Desichar en français. Ok. Bon, ben nickel. Je mettrai ça dans les notes du podcast. Voilà. euh, Sans Et problème. Ok. lui, vraiment, c'est un des grands maîtres du yoga. Ok. Et donc Et là, il a des bouquins intéressants, c'est ça, et qui permettent ouais, d'en savoir plus. ouais, ouais, il a vraiment son livre qui s'appelle Le Yoga. Et Ok. pour moi, ça, c'est une bible du Ok. yoga, passionnante. Il y a aussi Le cœur du yoga. Hmm. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un des grands maîtres qui a aussi pu transposer le yoga à notre culture. Hmm. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Tu parles de la culture européenne, occidentale? Ah, Ouais, ok. occidental. Parce qu'en Inde, le yoga, c'est une médecine en fait, hein. Il y a carrément des cliniques de yoga où Hmm. les gens arrivent avec toutes sortes de maux, de pathologies, et où ils pratiquent. Alors, ça fait partie de la médecine ayurvédique, Hmm. Ouais. où ils pratiquent le yoga comme partie. Je disais qu'il y a différentes parties dans le yoga, mais le yoga, c'est aussi une des parties de la médecine traditionnelle indienne, qui est la médecine ayurvédique. C'est pour ça que je te disais, si on commence à parler, ça peut durer pendant tout le podcast. Mais ça me plaît bien. Tu vois, c'est vrai qu'on est des personnes qui sont dans le domaine de la santé et du bien-être, qui sommes relativement ouverts. Et tu vois, en fait, il y a plein de types de personnes aussi qui sont hyper ouvertes à ça. J'ai une amie, donc Patricia, qui se reconnaîtra, qui écoute certains de nos podcasts et qui elle est directrice commerciale de plusieurs filiales d'un des plus grands groupes, en tout cas de banques au monde. Et du coup, Patricia va justement faire des retraites en Inde, voilà, pendant 15 jours, où elle va dans ces hôpitaux un peu spéciaux pour se régénérer, si je puis dire. Et puis elle va prendre des plantes particulières, elle va justement faire du yoga, de la méditation, bref, tout un tas de choses. Et elle arrive en fait avec, elle dit comment elle est, son état émotionnel, physiologique, psychologique. Elle remplit en effet un questionnaire et puis en fonction de ça, ils font son planning des 15 jours suivants. Et je trouvais ça assez dingue et je pense que je vais aller tester là prochainement. Oui, je te le recommande, c'est les cures ayurvédiques. J'en ai déjà fait aussi quelques-unes en Inde. Et Ouais. effectivement, ça te régénère. Ça te régénère. Et quand on a comme ça des vies stressantes, avec beaucoup de responsabilités, on a tendance à être beaucoup voilà, dans la tête, dans le mental. Mm. Et, et on manque de soins au corps et puis de moments de pause et ouais, parce que ces moments de pause sont indispensables à la régénération, tant de notre corps que de notre cerveau. Et ces cures, elles proposent vraiment une approche de nouveau totalement globale, avec, Mm. comme tu disais, des herbes, des massages, des postures, du chant, des respirations, etc., pour régénérer. C'est vraiment un reset, en fait, du Ouais. corps et de l'esprit. Et non, c'est...
C'est vraiment super. Je continue encore sur le yoga et là je passe à l'étape d'après. Admettons, voilà, j'aime le yoga, j'en fais et j'ai envie d'en faire mon métier. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des écoles particulières sur lesquelles on peut vraiment se pencher et aller se former? Est-ce qu'il y a des écoles à éviter? Tu aurais des pistes? Alors ça, tu vois, moi je peux pas trop, je peux pas trop te répondre là-dessus. Ouais, Parce que de nouveau, c'est chacun, chacune pour lui, pour elle. Maintenant, avec un cours de 200 heures de TTC, donc de Teacher pratique. Training, Ouais, tu peux enseigner le yoga. Donc ça dépend vraiment je pense, de tout un chacun. Et puis, il en faut aussi pour tous les goûts. ouais, Donc voilà, moi personnellement, j'aime pas trop les trucs trop bling bling, la poudre aux yeux et les formations qui coûtent. C'est pas utile hmm, qu'une formation de yoga coûte 10 000 euros par exemple pour un teacher training. Voilà. d'accord. Ok. En France, il y a un très chouette centre du côté de la côte est, dont j'ai aussi oublié le nom. Mais voilà, Hmm, c'est aussi assez occidentalisé, mais ouais, ok. ouais, là, je peux pas trop. C'est chacun, chacune. Et puis, selon les types de yoga aussi qu'on a envie de pratiquer. Ouais, Mais je disais, c'est important aussi d'avoir certaines références, peut-être le bouche à oreille, hmm, ouais. et puis de se laisser sentir de nouveau. Est-ce que cet endroit me parle ou pas? Et puis, si ça parle pas, il y a tellement maintenant de centres et d'écoles de yoga que, Ouais, laisser parler son instinct ouais. et ça, c'est une réponse, ça. Super. On a parlé de l'ostéopathie, de la kiné, on a parlé du yoga. Et si on parlait de la pleine conscience, qu'est-ce que la pleine conscience pour toi? De nouveau, la pleine conscience, c'est un état d'être. Ouais. Et c'est un état d'être qui résulte de porter son attention sur l'expérience comme elle se déroule dans le moment présent. Alors ça, c'est la définition de John Kabat-Zinn, qui est l'Américain qui a vraiment permis à la Hmm. pleine conscience de se développer aussi dans tous les milieux et dans le monde occidental. Et il dit sans filtre, sans jugement et sans croyance. Donc exempt de filtre, de jugement et de croyance. Et donc ça, c'est, je trouve, une belle intention, mais c'est aussi, ça peut être le travail d'une vie en fait, de se délester de nos filtres, de nos jugements, de nos croyances. Donc pour moi, la pleine conscience, et j'aime bien aussi la définition du maître zen vietnamien qui l'a introduite chez nous, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Et Ok. lui dit, c'est vraiment notre capacité à être présent à l'expérience du moment. Et donc de Hmm. reconnaître aussi qu'on est en fait tout le temps, dans chaque expérience, on est brouillé par nos croyances, par nos filtres, par notre expérience. Et c'est cet entraînement, pour moi la pleine conscience, c'est un entraînement à repérer en fait toutes ces voilà ces filtres, tout ce qui nous empêche d'être pleinement présent à Hmm. chaque instant et de vraiment plonger dans l'expérience telle qu'elle est. Et ça, c'est le travail d'une vie. Ouais. Ouais, Pour ne plus faire vie. et du coup, quels sont les entraînements qu'on peut avoir que tu nous donnerais justement pour se reconnecter au moment présent, pour développer notre pleine conscience? Donc, tu as bien retenu le mot entraînement. C'est un entraînement. Donc, c'est Hmm. vraiment une pratique. Et ça, c'est même pas à faire 1 heure par jour. C'est à faire à chaque moment voilà, à chaque moment où on prend conscience qu'on est ailleurs que dans le moment présent, c'est revenir dans le moment Ouais. présent. Et la façon de revenir dans le moment présent, c'est le corps, c'est de se rediriger vers nos sensations corporelles. Hmm. C'est d'être dans les sens. Parce D'accord. que sinon, et ça on le voit, je le vois encore là quand je suis, avant qu'on se contacte, j'étais sur mon ordi, sur les mails. Eh bien, par exemple, on sait que quand on ouvre la boîte mail, on se met en apnée. Hein, on est voilà directement les tasks, les choses Ouais. à faire, etc. à réaliser, et on est coupé des sensations de notre corps. Hmm. La pleine conscience, c'est pouvoir revenir au moment présent en redirigeant notre attention et notre présence dans
l'essence, en fait, dans le corps. Et donc, par exemple, une chose très simple, c'est j'arrive le matin, je me connecte sur mon ordinateur, donc peut-être pas le faire directement au réveil. Hein, on dit aussi que ça, c'est pas la meilleure chose à faire pour être en pleine conscience, mais c'est, OK, quelle est ma posture? Qu'est-ce que je ressens? Et prendre une grande respiration. Donc, la respiration permet la reconnexion au corps. Ouais. Tu Ok. vois? Ouais, bien L'essence sûr. et le souffle. Donc l'essence, le souffle, c'est vrai que je pratique la cohérence cardiaque même tous les jours à plusieurs reprises dans ma journée. Et c'est vrai que c'est un moyen qui permet voilà, de se reconnecter à soi et puis au-delà d'avoir des effets hyper bénéfiques sur le corps où il va se relâcher, se relaxer. En fait, tu as les idées plus claires et puis généralement, tu es un peu plus heureux après avoir fait tes 5 minutes de cohérence cardiaque qu'avant. Et ça, c'est top. Donc, pleine conscience. Mais tu vois, je suis chef d'entreprise, tu vois, on a souvent des top managers, des chefs d'entreprise qui, pour eux, en fait, sont toujours dans le passé ou dans le futur. Tu vois, je pense, mon père, et je l'ai souvent entendu parler, je suis toujours dans la réflexion, dans le coup d'après, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avancer. On a des salariés, donc du coup, il faut faire vivre tout le monde, si je puis dire, parce qu'il y a des familles aussi derrière, donc il y a du business à générer. Et du coup, comment tu ferais, toi, pour ces personnes qui galèrent un peu là, au départ à se reconnecter à eux? Oui, et j'ai connu aussi pas mal le milieu de l'entreprise. Voilà, via une de mes relations. Et ce qui était vraiment étonnant et très surprenant, donc c'est vraiment une grosse entreprise de consulting, c'est que vers la quarantaine, il y en a beaucoup qui partaient ou qui tombaient malades ou pire encore, qui faisaient des infarts ou voilà, des gros problèmes de santé. Et ça m'a L'infarctus, ouais. interpellée. Donc j'étais assez jeune à l'époque et je me suis dit waouh, c'est vraiment griller sa vie en fait. Ouais. Et donc c'est des personnes qui travaillaient plus de 20 heures sur 24, qui étaient tout le temps disponibles en fait hein, pour des calls ou avec des tasks terribles. Et en fait c'est la pression qui fait qu'il n'y a pas de possibilité finalement au corps de se régénérer. Et à force de vivre comme ça, alors il y a la reconnaissance qui va avec, ça c'est sûr. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Hein. Il y a beaucoup de gratification lorsqu'on est dans des postes tels que ceux-là. Et puis voilà, qu'on fait tourner une entreprise, qu'on a des bénéfices tout le temps croissants, etc. C'est très gratifiant. Et à ce moment-là, on oublie en fait parfois l'essentiel. Comme je te le disais, je sais plus si c'était déjà en ligne ou pas, mais c'est que notre corps, c'est notre première maison en fait. Et si on néglige le corps pour être tout le temps dans la tête et la performance qu'on souhaite voir grandir, à un moment donné, le corps, il lâche. Et ça, je l'ai vu donc quand j'ai fréquenté ce milieu de l'entreprise. Et puis, je le vois aussi de façon hebdomadaire dans mon cabinet de travail d'ostéo, où les personnes arrivent, parce que j'ai aussi pas mal de business women et men qui viennent me voir, parce que le corps lâche à un moment donné. Et ça, c'est quand justement on n'a pas écouté des petits signaux. Et je retombais sur une citation là qui dit si tu n'écoutes pas ton corps murmurer, si tu n'apprends pas à écouter ton corps murmurer, tu l'entendras crier. C'est une citation bouddhiste, donc très ancienne. Et en fait, c'est ça. Quand on est dans cette course en avant, et j'aime bien aussi, j'ai un esprit aussi d'entrepreneuse d'une certaine façon, quelque part, mais en même temps, c'est de nouveau retrouver cet équilibre avec des moments comme le fait ton amie directrice de banque. C'est à certains moments, il est indispensable de prendre des pauses, d'écouter et donc d'arrêter en fait la course qui peut mener très loin, satisfaisante, gratifiante certes, mais se rappeler que il y a un corps aussi qui est là.
Ouais, ça me fait penser vraiment bah, tu vois, grâce à Patricia, cette année, j'ai posé des jalons de vacances, si tu veux. Chose que je ne faisais pas auparavant. Tu vois, j'ai lancé ma première boîte en 2017 et donc, bah, toujours pleine énergie, bosser quasiment 7 sur 7 tout le temps et souvent, troisième, voire quatrième semaine de mars, je suis dans un état psychologique, physique, out, complètement fatigué et en fait donc bah, tu apprends de tes erreurs, donc chaque année tu progresses et donc tu es un peu moins fatigué et là cette année en fait l'année dernière, j'étais parti une semaine au Cap-Vert, faire une semaine de kitesurf juste pour me reconnecter, être avec la nature, rencontrer d'autres personnes. J'ai beaucoup aimé, mais sauf que c'était une semaine presque trop tard parce que je sentais qu'émotionnellement j'étais trop sensible à ce moment-là. Là, cette année, j'ai décalé une semaine avant. Donc là, je pars en Égypte justement pour pouvoir, pareil, me reconnecter. D'un côté désert, d'un côté mer Rouge, et puis faire du kitesurf et de la plongée. Et c'est vrai que là, c'est des moments privilégiés, mais le fait d'avoir posé, tu vois, première semaine de janvier, hein, je m'étais dit, je vais partir en vacances à cette période de l'année. Et en fait, j'ai une sorte de soulagement qui s'est mis dans mon corps directement pour me dire, ok, j'ai cette plage pour pouvoir bosser fort, ou en tout cas dans de bonnes conditions en me respectant, parce que bon, j'ai des plages dans ma journée pour pouvoir faire de la cohérence cardiaque, du sport, etc. Mais par contre, c'était un soulagement. Et le fait de poser des jalons comme ça dans son année, je pense que c'est aussi une bonne manière pour pouvoir lâcher prise un peu plus, je trouve. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a une chose, un petit détail qui est assez important aussi dans ce que tu dis, c'est que parfois les vacances, elles sont pas forcément ressourçantes et reposantes. Ouais, je vois. Parce que, on reproduit en fait dans la semaine de vacances un peu le même rythme et le même tempo que dans la vie quotidienne, c'est-à-dire on cumule les expériences. Mm. Et on reste de nouveau dans cette partie. Alors, si je fais cette Le petite faire. parenthèse du système nerveux, on reste dans cette partie sympathique en fait. Donc c'est nouveau, c'est faire et c'est pas se poser. Et donc c'est important aussi, et ça peut être même en dehors des semaines de vacances, de ne rien faire. De ne rien faire. Et là, je parle en tant que hyperactive, avec toujours quand même cette tendance à aussi adorer, hein, comme je le disais, j'adore l'aventure, les expériences, etc. Mais avec l'expérience aussi, mon expérience qui, comme la tienne, m'a fait prendre conscience à un moment donné que même si c'est du yoga, même si c'est du sport, même si c'est alors la méditation c'est différent parce que la méditation c'est vraiment apprendre à ne rien faire. C'est très difficile. Et donc, même si c'est les vacances, ça peut aussi être des vacances fatigantes et des vacances d'hyperactifs. Donc, c'est intéressant de pouvoir se connaître, reconnaître ça et de s'entraîner de nouveau à avoir ces moments où il y a juste rien à l'agenda, rien à la journée pour aussi s'ouvrir. Et là, il y a une découverte extraordinaire qui arrive et qui m'est arrivée, c'est que quand il y a rien, alors c'est angoissant, anxiogène pour les personnes qui ont tendance à être dans le faire, etc. Et quand il n'y a rien, eh bien tout peut arriver, en fait. Ouais. Et de nouveau, j'aime bien les citations, moi j'adore. Ouais. C'est Christian Bobin qui dit « La vie, c'est ce qui arrive en dehors de ce qu'on a prévu ». Et c'est une citation qui m'inspire beaucoup pour tout ce que je viens de t'expliquer. Donc voilà, voir dans les vacances, c'est vraiment génial de se mettre des semaines de pause, c'est hyper important. Et plus on est actif et plus on a des agendas chargés, et plus c'est important d'être vigilant à ça. C'est vraiment une vigilance en fait, mais aussi dans les moments de repos ou même dans le quotidien, ces moments de petite pause. Et comme tu le disais précédemment aussi, la cohérence cardiaque, c'est vraiment des moments de pause aussi. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs temporalités de pause. Il y a des moments dans sa journée, il y a des moments dans sa semaine, il y a des moments dans son mois, voire même sur ton année. Et il y a la notion aussi des saisons qui est assez intéressante également. Et là, tu vois, j'en prends de plus en plus conscience. L'hiver, je dors beaucoup plus que l'été. Plus envie d'être en mode cocooning, moins sortir. Et c'est vrai qu'un niveau d'hyperactivité
très puissant, on va dire, du printemps à l'automne. Mais du coup, c'est assez marrant d'être à l'écoute de son corps, de son esprit, de ses envies et de pas attendre que notre corps crie, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ça, c'est important. Et là, tu dis encore quelque chose qui interpelle mon esprit, c'est le lien avec la nature. Le lien avec la nature. Les saisons, la nature, c'est une ressource inouïe qui a eu tendance aussi qui a tendance à être ignorée ou sous-estimée quand on est justement dans une vie active et dans une vie très productive, alors que la nature, comme tu le dis, le rythme des saisons, et puis ça peut aller très très loin, cette connexion à la nature dans un enseignement en fait pour mieux se connaître et pour vivre en équilibre aussi avec notre milieu extérieur et avec notre milieu intérieur. Et exactement, tu vois, il y a quelque chose qui est assez important. Je suis issu à toute base en fait du monde en gros de tout ce qui touche à l'électricité, à l'électronique. Et à l'électricité, en fait, si tu veux, dans une maison, il y a ce qu'on appelle donc des disjoncteurs et il y a aussi la terre. Donc en gros, l'électricité part à la terre quand il y a un problème, quand on se pète un plomb, tu vois, on fait sauter un plomb, bim, ça part à la terre. Mais en fait, c'est pareil pour le corps. À un moment donné, en fait, si tu gardes trop, si t'es pas dans la nature, en fait, t'es une source d'énergie, hein, donc t'es de l'électricité dans ton corps, qui fait qu'à un moment donné, si tu le sors pas, en fait, ça bouillonne et à un moment donné, tu pètes vraiment les plombs et ça le fait pas trop. Et pour ça, un super moyen, c'est d'aller en effet, par exemple, pieds nus ou mettre les mains dans la terre et ça rejoint la mise à la terre. Donc, je décharge mon corps de l'électricité en surplus pour le mettre dans notre terre et se reconnecter à sa nature, à notre nature. Et j'aime beaucoup cet environnement-là, de ce que tu dis. Exactement. Et ce qui m'a toujours interpellée, c'est qu'on le fait pour le système électrique d'une maison. Ouais. Et on pense pas que pour notre corps, c'est indispensable aussi. Même une balade, pour les personnes qui vivent en ville et qui justement sont très occupées, une petite balade, les Japonais d'ailleurs, c'est prescription médicale, les bains de forêt, une balade bien sûr. Parmi les arbres, les bains de forêt, toucher un arbre, alors il n'y a même pas besoin de l'embrasser, mais juste se balader au milieu des arbres, c'est déjà, ou alors toucher la terre, effectivement, ça décharge toute l'énergie excédentaire. D'autant plus qu'en fait, les arbres sécrètent ce qu'on appelle des COV. Alors, c'est des composés organiques olfactifs volatiles et qui fait qu'en fait, nous, on va être au contact par la peau, par l'odorat. On va sentir un certain nombre de choses qui vont pénétrer notre corps. Et en fait, ça va avoir un impact positif quasi immédiat en fait, d'apaisement et de calme qui va faire que derrière, tu vas vraiment te sentir bien là-dessus. Tout simplement parce que naturellement, c'est fait pour être ton chez-toi en mode un peu cocooning là-dessus. Absolument, absolument. Tu as évoqué le nerf vague. Tu peux nous en dire un peu plus? On a déjà eu Éric Marlien sur ce podcast il y a de cela 1 an et demi maintenant, dans les 10 premiers épisodes de Génération Canopée, dont il nous avait en tout cas fait part, qui est un kiné ostéo et puis spécialiste un peu du nerf vague et de la théorie polyvagale. Comment tu vois, comment tu pratiques le nerf vague et comment je vois que tu as même des workshops que tu as programmés au mois de mars qui est probablement en lien avec le nerf vague. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, ça aussi, c'est un sujet très vaste, donc je vais essayer d'être précise. Ouais. Donc, le nerf vague, moi, j'en ai entendu parler depuis mes études de kiné, donc il y a longtemps. Et tout est relatif. Il est vague, en fait. Il a été défini par Darwin déjà dans les années 1700. Et on n'a jamais su vraiment son rôle exact parce qu'il a des petites ramifications partout dans le corps. Donc, il part ici du tronc cérébral à l'arrière de la tête. Il a des ramifications qui vont vers le visage. Et puis, il en a une multitude qui descendent vers les poumons, la sphère cardiaque, mais aussi au niveau viscéral. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a même des petites branches qui vont vers le système reproducteur, etc. Il a fallu longtemps pour l'étudier parce que il est tellement diffus et fin que
c'était trop complexe. Mm. Darwin, il l'a appelé aussi le nerf pneumogastrique, Et donc ouais. qui reliait les poumons et l'estomac. Et voilà, moi quand j'ai fait mes études, on savait que c'était le responsable du système nerveux autonome, mais sans Mm. plus. Et puis il y a quelques années, il y a Monsieur Porges, qui est un neurophysiologiste américain, qui a découvert qu'en fait ce nerf vague, il avait deux branches principales, avec chacune des actions assez spécifiques. Mm. Donc c'est toujours la clé du système parasympathique, mais selon que ce soit sa partie ventrale ou sa partie dorsale qui sont activées, eh bien il va avoir un effet beaucoup plus d'immobilisation et de figement. Alors c'était ça qu'on connaissait avant et c'est ça qui avait été décrit dans le mécanisme du stress aussi par le monsieur qui a le plus parlé du stress, c'est Hans Selye, où il dit que quand on stimule le vague, eh bien, on est plutôt dans ce mode immobilisation, figement. Contrairement au mode sympathique, qui est un peu le mode qu'on évoque quand on est dans l'action, dans la, voilà, Ouais, dans le productif, faire. etc., etc., qui est aussi, en fait, qui est stimulé quand on a un sentiment d'insécurité. Mm. Donc il faut toujours plus parce que sinon qu'est-ce qui va arriver? Voilà, ça c'est le système sympathique. Ok. Le parasympathique, c'est le frein à ce système sympathique. C'est là où on va se reposer, où on va voilà se régénérer. Mais il est divisé en deux parties et ce que Porges a découvert, c'est qu'il a aussi une partie ventrale Mm. qui est la partie qui va descendre plutôt vers la face antérieure et vers la sphère ici, cardiaque, péricardique, etc. Et qui est une sphère une partie qui est connectée à justement un sentiment de connexion, de sécurité, et qui est la partie qui nous permet d'être en lien. Donc, il y a la dernière partie selon toujours Porges, hein, Ouais. avoir vu le jour, donc qui est plus récente que les autres, c'est-à-dire que la partie dorsale, elle date d'il y a 5 millions d'années. Waouh. Le sympathique serait plutôt 3-4 millions d'années, et la partie vagale ventrale serait plutôt 2 millions d'années avec l'apparition des mammifères. Parce que Mm. pour survivre, notre système nerveux, il a un seul but, un peu comme notre corps, c'est de nous maintenir en vie, en fait, Et ouais. de nous permettre de survivre et puis de perpétuer aussi l'espèce. Mais pour survivre, les mammifères, ils ont élaboré une autre stratégie que celle des reptiles, des dinosaures, etc., qui était, bon, les tortues, c'est juste le figement, Ouais. les reptiles, les dinosaures, c'était le combat ou la fuite, et les mammifères, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ils se sont mis à collaborer et à co-créer, justement. Mm. Et ils ont vu que cette stratégie de collaboration, donc se mettre ensemble, elle était beaucoup plus efficace dans certains cas que seulement la fuite ou le combat ou l'évitement. Ouais. Et donc c'est cette partie-là qui est intéressante à pouvoir stimuler. Alors, ce qui est intéressant aussi pour moi dans l'approche de la théorie polyvagale, c'est une connaissance supplémentaire. Moi, ça donne du sens à tous mes autres casquettes, notamment à la pleine conscience, parce que le fait d'être en conscience, en présence, c'est intéressant quand on se sent en sécurité. Okay. On peut le faire quand on se sent d'abord en sécurité. Donc quand on a apaisé le corps et le système nerveux. Et là, petite parenthèse, j'ai rencontré, parce que j'ai formé maintenant des milliers de personnes à la pleine conscience, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Ah non, moi j'arrive pas à méditer, c'est pas pour moi ». Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est pour ces personnes, on n'arrive pas à méditer, on n'arrive pas à se poser, parce qu'à la base, le système nerveux est en repos, en fait. Le système nerveux est dans le mode activé, dans le mode sympathique. Et donc, quand on est en mode sympathique, il y a comme un sentiment d'urgence, il y a comme un sentiment oui, d'anxiété un peu latente, qui donne envie, qui stimule à être en action. En fait, il faut faire en fait. Donc fuir ou combattre, c'est une façon d'être en activité pour ne pas sentir le sentiment d'insécurité. Et quand on se pose pour méditer, si on est activé dans le mode sympathique, alors j'espère que c'est clair. Ça me semble clair en tout cas. Je suis le garant du vocabulaire. C'est beaucoup d'informations. Hein,
des raccourcis. Maintenant, tout ça pour dire que pour pouvoir se poser et être vraiment dans la présence, dans l'instant, on peut passer d'abord, et c'est quelque chose qui va aider beaucoup, par remettre de la sécurité au niveau du système nerveux et du corps. Donc, se reconnecter à ce parasympathique ventral, en fait. Okay. Donc, c'est une cartographie, c'est une grille de lecture qui est très soutenante, en fait, dans toutes les pratiques méditatives. Et ça donne du sens encore au yoga dont je parlais tout à l'heure, parce que avant de méditer, avant d'atteindre les états contemplatifs et méditatifs, on passe par la routine corporelle, par les postures, par les asanas. Voilà. Et exactement, et moi j'aime beaucoup cette approche parce qu'aujourd'hui quand même ça a été mis en avant par des scientifiques, ça a été validé scientifique, neuroscientifique, et ça fait sens sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait on peut prévenir les maladies psychologiques par le corps, et quand on parle par le corps, bon j'ai plusieurs idées, mais du coup ma question qui me vient à l'esprit, c'est comment toi tu actives ce nerf vague pour prévenir quelque part ces maladies psychologiques, ou en tout cas ces idées qui peuvent être parfois noires, et qui en fait en activant son nerf nous permet d'être plus en confiance, d'être plus épanoui, plus heureux dans notre quotidien. Comment toi tu fais au quotidien pour activer ce nerf ? Alors, il y a plusieurs choses, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va vraiment avec l'idée d'abord de se poser et d'observer dans quel état on est. Est-ce que là, je me sens plutôt sans énergie, plutôt figée ou immobilisée, ou est-ce que je me sens plutôt activée dans un mode... c'est prendre conscience de son état actuel, c'est ça. Voilà, ça pour moi, c'est la première chose. Et donc, c'est des boucles interactives avec le fait d'être en pleine conscience, d'être posé, d'être là. Donc, c'est que en pratiquant la pleine conscience, on peut observer dans quel état on est. Ouais. Mais savoir dans quel état on est va aussi aider à être davantage dans le moment présent. Ok ? Ouais. Donc de nouveau, c'est revenir dans le corps, revenir dans l'observation des sensations. Première chose, et voir, tiens, là, dans quelle partie de ce système nerveux, de ce nerf vague aussi, je suis potentiellement. Si je me sens plutôt dans le mode activé, eh bien, je vais pratiquer pour ralentir, pour calmer. Et ça va être par exemple en expirant longuement. Voilà, un petit exemple tout simple. La cohérence cardiaque, c'est une pratique de choix. Parce que la cohérence cardiaque, quel que soit l'état dans lequel tu vas te trouver, elle va rééquilibrer. Elle rééquilibre tout. Parce qu'en cohérence cardiaque, tu vas travailler sur le souffle, mais aussi sur le fait de ralentir, de te poser et d'observer. Et j'ai appris récemment une nouvelle adaptation de la cohérence cardiaque par l'Institut Hearthmate. Je pense que c'est vraiment eux qui ont fait beaucoup de travaux. Et eux, ils ajoutent la dynamique du cœur. Enfin, l'intention sur le cœur. Et là, pour moi, c'est vraiment, vraiment utile parce que là, on revient dans le cœur, qui est le siège de la compassion. Et en ajoutant cette pratique du cœur de la compassion, on active automatiquement la branche ventrale, qui est quand même celle d'un état le plus en sécurité, le plus apte à coopérer, à collaborer et à sentir aussi qu'on n'est pas des êtres séparés. Qu'on est tous reliés, mais qu'on est aussi, comme on le disait plus tôt, reliés à la nature, reliés à l'espace autour de nous. Et c'est ce que disaient déjà les bouddhistes il y a 2000 ans, de façon empirique. D'accord. Et du coup, pour que je comprenne bien sur la cohérence cardiaque, en fait, la cohérence cardiaque, c'est le fait d'inspirer, d'expirer dans des timings spécifiques. Je pense notamment à la méthode 3-6-5, donc du docteur David Auer, donc 3 fois par jour, 6 inspirations, 6 expirations, en effet, par minute, pendant 5 minutes.
Et ce qui fait qu'en fait, ce qui fait que donc on a ce cœur qui est normalement, quand on regarde les séries américaines par exemple, où on voit un électrocardiogramme qui est tout saccadé, ben en fait le fait de faire de la cohérence cardiaque permet de rendre cohérent notre cœur, donc avec une belle sinusoïde, donc une belle vague qui monte, qui descend et qui remonte et ainsi de suite. Oui, clairement. Et donc c'est la méthode du docteur David O'Hare, donc de l'institut dont tu as parlé. Et du coup, la question que je me pose là maintenant, c'est que toi, ta pratique, c'est que tu poses une intention un peu plus particulière sur le cœur, c'est ça? Oui, 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 oui. Tu peux Ok. vraiment te relier au cœur. Et alors, le mécanisme qui fait que le cœur se régule, c'est de nouveau la régulation du nerf vague. C'est Hmm. quand on active le nerf vague, il agit comme un frein au niveau des pulsations, au niveau de la fréquence cardiaque. Ouais. Si le nerf vague n'est pas actif, donc s'il est faible, s'il n'est pas stimulé régulièrement, le cœur va avoir tendance à pomper, à battre plus vite, etc. Ok. Hmm. Ouais. Quand on active le nerf vague directement, c'est comme quand on expire. On s'est rendu compte aussi que l'expiration active le nerf vague et qu'à ce moment-là, la fréquence cardiaque diminue, va Hmm. baisser. Ok. Ok. Donc, la cohérence cardiaque va avoir cette action sur le cœur au niveau plutôt là, physique et physiologique en diminuant cette fréquence cardiaque. Mais Ouais. le cœur, alors là aussi c'est un sujet sur lequel je pourrais parler quand même longtemps, c'est que le cœur c'est pas seulement une pompe, c'est pas seulement un organe physique. Le cœur c'est aussi beaucoup plus que ça, c'est aussi un organe qui est au centre, par exemple, de notre intuition, Hmm. qui est l'organe qu'on associe aussi à l'amour. Et Ok. l'amour, finalement, l'amour, la compassion, la bienveillance, mais enfin tout ça, c'est des nuances de l'amour. C'est ce qui va orienter, alimenter et nourrir la recherche de tous les êtres humains. Hmm. Ok. Donc pouvoir se connecter au cœur par notamment des pratiques de compassion, d'autocompassion. C'est une façon de réguler aussi ce nerf vague via les liens corps-esprit, mais c'est une façon aussi simplement de savoir qu'on est en vie et qu'une des caractéristiques de la vie, c'est qu'on n'est pas des êtres séparés, qu'on fait Hmm. partie de voilà d'un Un tout, tout. de la nature, et puis qu'on est aussi tous et toutes interreliés. Alors je Hmm. disais, c'est un sujet vraiment qui peut prendre longtemps, hein, expliquer comment on se synchronise avec les autres, etc. Mais je vais pas me lancer là-dessus maintenant parce que je vois l'heure qui passe. Yes, en effet, ce sera peut-être l'occasion de refaire un autre épisode et peut-être en présentiel du côté d'Ibiza ou de Liège. Liège que je ne connais que très peu, Ibiza un tout petit peu pour l'avoir découvert il y a quelques semaines maintenant. Mais on devrait se revoir donc au printemps par là-bas et goûter au soleil d'Ibiza et puis à la spiritualité qu'il y a. Ça m'amène justement à la spiritualité. Toi, la spiritualité, tu t'as toujours été t'as toujours vécu avec? C'est quelque chose qui est ancré en toi depuis toute petite ou c'est venu à un moment donné comme ça par le fait des rencontres du monde? Alors je dirais que j'ai l'impression que je suis née avec, dans le sens où née, voilà. Je pense que si je retourne à ma naissance, justement, ma naissance, elle n'a pas été facile. Donc je pense que j'étais entre la vie et la mort. D'accord. Et dans un contexte qui n'était pas simple. Et aussi loin que je me rappelle dans mon enfance, j'ai été beaucoup, beaucoup dans la nature. Donc, Hmm. je vivais, comme je le disais, en Afrique. Et je passais mon temps dans la nature, dans le jardin. On n'avait pas de jouets, il n'y avait pas de télévision, encore moins de tablettes, etc. Et je m'en rends compte maintenant avec ce que j'ai appris maintenant, mes recherches et puis le fait d'être revenu ici aussi vivre vraiment dans la nature en venant vivre à Ibiza, Ouais. que cette connexion avec la nature, elle m'a toujours habité, mais que ça a aussi été la conscience de nos limites en tant qu'être humain
Et puis, de nouveau, de cette transcendance, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais de me rendre compte que la nature, quand on l'observe, elle est tout simplement magique, en fait. Ouais, Il n'y c'est a pas besoin d'aller fantastique. chercher très, très loin. Si tu regardes comment tout est, justement, tout est interconnecté dans les différents règnes, le règne animal, végétal, etc., et comment tout s'agence, et comment l'harmonie, en fait, qui naît de la nature. Et je crois que moi, c'est ça qui m'a éveillée à la spiritualité dès que j'étais très, 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 très petite. C'était Ouais. mes moments de ressourcement. Et puis après, j'ai toujours été attirée par les religions. De nouveau, comme je disais, j'aime pas les dogmes. Donc Mm. les religions dogmatiques, ça a pas été pour moi, même si le côté spirituel dans toutes les pratiques religieuses me plaît, m'attire. Et puis naturellement, le bouddhisme, qui pour moi est moins dogmatique, mais qui se présente plus comme une philosophie, a attiré mon attention plus que les autres pratiques et courants, parce qu'il y a ce côté beaucoup plus inclusif Mm. et moins dogmatique. Il y a- Et, Est-ce ouais. est-ce qu'il y a, ou comment tu développes ta spiritualité, est-ce qu'il y a des pratiques particulières? Est-ce que tu as ce rôle aussi d'aventurière qui te dit, bah tiens, il y a une nouvelle chose qui se présente à moi, je vais tester, je vais essayer de m'éveiller encore un peu plus haut. Comment tu fonctionnes? Alors, les deux, hein, je disais, pour moi, par exemple, la science et la spiritualité, et ça, c'est une discipline que j'adore quand les deux se rejoignent. Alors, Ouais. voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais pour moi, c'est une évidence, en fait. Mm. C'est une évidence que les deux peuvent se connecter et fonctionner ensemble et s'enrichir mutuellement. Donc, et puis moi, dans ma pratique, j'ai vraiment les deux aspects. Ouais. Et donc j'ai une pratique au quotidien, comme je le disais, de yoga, de méditation, pas mal d'introspection. Hein. Je vis là au milieu de la nature et puis je suis pas à Ibiza pour, faire la fête mais plutôt pour être dans cette qualité d'introspection et profiter de cette merveilleuse nature. Mais alors parfois, oui, j'aime bien tester des choses nouvelles aussi. Et quand les opportunités, alors à Ibiza, il y a des opportunités, il y en a des dizaines tous les jours. Donc ça, Ok. c'est extraordinaire aussi pour moi. Mais tout ne me, tout ne me parle pas, si je peux le nommer comme ça. Et puis alors parfois, voilà, voilà, je sens en fait, là, c'est comme voilà, une sensation. Ça, j'irais bien voir, c'est juste pour moi. En général, je me trompe pas parce qu'il y a toutes sortes de gourous ici. Ouais. Et comme je le disais, il en faut pour tout le monde. Et Ouais. alors, je teste aussi régulièrement des nouvelles expériences. Notamment, j'ai rencontré ici pas mal de chamans qui ne se Ouais. disent pas forcément chamans, mais qui pratiquent avec des traditions d'Amérique latine que je connaissais moins en fait avant de venir ici. Parce que moi, j'ai toujours été plus, je suis née en Afrique et puis j'étais beaucoup en Asie. Et là, Ouais. ici, j'ai découvert le monde plus euh, de la forêt amazonienne, les chamans d'Amérique latine, et c'est voilà, merveilleux. Et Mm. pour moi, de nouveau, l'un n'évince pas l'autre. Tout peut fonctionner ensemble et chaque expérience que je fais, en tout cas, vient nourrir les précédentes et vient me nourrir moi Ouais. dans la Et- femme que je suis, pour revenir à ça. Ouais, et puis tout est un équilibre. Tu vois, il y a des moments dans ta vie, dans ton année, où tu as besoin de plus de spiritualité. Et puis il y a des moments où tu as juste besoin de faire la fête. Des fois, tu as besoin d'être en famille. Des fois, donc c'est un tout. Et donc ça m'amène justement à la question d'équilibre. Comment toi, tu trouves ton équilibre? Qu'est-ce que tu mets dans ton quotidien, dans ta vie, pour pouvoir être épanouie et souriante comme tu l'es là actuellement? Alors, je suis pas toujours souriante, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à être assez souriante. Euh, alors, le mot qui me vient quand tu dis ça, pour moi, c'était la découverte de l'autocompassion. Hmm. Parce que, comme tu dis, alors tu parlais, hein, les différentes sphères, on a tendance, et j'ai eu tendance, à faire des cloisonnements.
Donc j'avais mes périodes où j'étais fort dans la spiritualité, où je pratiquais, faire des retraites méditatives, etc., manger super sain. Et puis rentrer chez moi et 3 semaines après, avoir envie de faire la fête avec les amis, boire de l'alcool, aller dormir à pas d'heure, manger n'importe quoi. Ouais. Et là, ce qui arrivait, c'était le jugement sur ah c'est foutu, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Ouais. Et en pratiquant l'autocompassion et en venant aussi après ici à Ibiza, mais vraiment ce qui m'a permis d'avancer, de cheminer dans les différentes parties, ça a été de reconnaître que tout a un sens en fait. Et que si à certains moments on a besoin de pas être dans la pratique spirituelle, parce que moi je pense que la spiritualité, elle est là, même si on ne pratique pas, c'est juste savoir qu'elle est là. Et même si à certains moments on choisit d'aller faire la fête et s'éclater, c'est aussi ok d'être avec cette partie-là. Et Ouais. c'est observer la partie de nous, toujours l'observer avec bienveillance et compassion, qui va aller juger parce que ça génère de l'insécurité, de pas être dans ce qu'on croit qui est parfait. Hein, c'est nouveau cette lecture via le nerf vague. Et donc la partie qui juge, c'est celle qui considère que ça doit être autrement et pas comme ça est, parce que toujours dans cette idée de se sentir plus fort, plus en sécurité finalement dans nos vies. Mais quand on apprend aussi à pouvoir être avec les parties où il y a un peu moins d'autodiscipline, où il y a un peu plus de d'extravagance, eh bien c'est vraiment créer une connexion entre ces différentes parties et comme disait l'autre, ce à quoi on persiste résiste et ce qu'on peut sentir, on peut le guérir. Moins il y a de rejet des différentes parts qui sont les nôtres, et plus finalement on va vers une espèce d'équilibre et de mieux-être et de détente. Et donc finalement, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai jamais été aussi entre guillemets dans la pratique et dans cette qualité de respect de moi-même, de mon corps, etc., que depuis que j'ai appris aussi à c'est ok d'avoir de temps en temps envie de faire la fête, de boire de l'alcool et du coup curieusement eh bien l'envie peut être moins présente ou en tout cas le fait de rester là je suis jamais restée aussi longtemps sans boire un verre de vin et ça me manque absolument pas et je sais qu'un jour je reboirai mais je suis pas dans la lutte en fait. Ouais. Ouais, c'est l'acceptation de ce qui est. Ouais, sans le jugement. Et c'est vrai que la Oui, personne, on a tendance à dire que la pire personne qui nous juge, c'est nous-mêmes. ouais. Et du coup, ça engendre parfois des excès très forts. Et c'est important de savoir lâcher prise et puis d'être à l'écoute de son corps, de son esprit, de soi. C'est ça. Euh, Et amener vraiment de la bienveillance et de la compassion pour soi. Et amener de la bienveillance et de la compassion pour nos parties plus sombres aussi. Parce que c'est humain. C'est juste, ça fait partie aussi de la vie. Il y a la lumière et l'obscurité. On peut pas, c'est comme le yin et le yang. On peut pas vivre que dans la lumière, comme on peut pas être que dans la partie ventrale de notre nerf vague. On passe tout le temps d'un état à l'autre. Et c'est en s'entraînant à accepter, je dirais même à accueillir les parts plus sombres ou qu'on aime moins, et bien que finalement on va les guérir, mais de façon douce en fait. Et c'est là que le sourire arrive, même si on sourit pas tout le temps, on peut sourire des moments où on ne sourit pas. Et même quand je ne souris pas, c'est dire ok, là je souris pas, c'est ok comme ça, et sourire du moment où on ne sourit pas. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle l'autocompassion, qui est une pratique extraordinaire dont on peut aussi parler une fois pendant tout un ouais. podcast et qui la relie à ce cœur en fait. Et ce qui est assez fabuleux aussi avec le sourire, c'est que c'est souvent parce que je souris que je suis heureux et c'est pas parce que je suis heureux que je souris. Il y a aussi un côté physiologique et après c'est un cercle vertueux bien entendu. Mais c'est vrai que si je me force parfois juste à sourire, et bien en fait tout de suite on se sent un peu plus léger. Et d'ailleurs les personnes qui sont autour de nous en fait, plutôt que de devoir tirer la tronche, sont aussi avec les neurones miroirs plutôt dans une forme de joie, en tout cas, sont un peu plus sympathiques là-dessus. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où tu t'es senti particulièrement connecté? Tu t'es dit, waouh, là, ici, c'est dingue. Ah oui, moi c'est l'Inde. Ah ouais, Ah, moi d'accord. je suis une grande fan de l'Inde. J'étais assez triste cette année parce que j'aurais eu envie d'y aller ici pendant l'hiver et puis voilà.
la vie fait que j'ai fait d'autres choix. Mais je suis connectée à ce pays et là j'ai la chance d'avoir un couple d'amis qui sont en Inde pour le moment et qui postent beaucoup. Ok. Et juste une petite parenthèse, là hier, Ouais. il poste des petites vidéos magnifiques tous les jours et hier il l'a demandé en mariage Ah, devant euh, le magnifique Taj Mahal. ah, ok. Ce matin, j'ai vu ça et ça m'a, rien que de regarder, j'étais connectée. Donc l'Inde, pour moi, Ok. c'est là, je sais pas, j'ai toujours eu envie d'aller en Inde, c'est mon, et j'ai Ouais. été de multiples fois et j'ai hâte d'y retourner. D'accord. Et il y a un endroit en particulier en Inde, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des lieux. Ouais. Alors, on peut parler de Bénarès, qui est un endroit hautement Ok. chargé en spiritualité, hein, où passe le Gange, etc. Mais moi, Bénarès, peut-être c'était un peu trop pour moi. Ok. Trop intense justement. Ça m'a un peu activée et je me suis sentie un peu insécurisée tellement il y avait d'informations. Ok. Mais bon, c'était il y a 10 ans, la dernière fois que j'y suis allée. Ok. Et sinon, moi, j'adore le sud de l'Inde. Justement, le Kerala. Hmm. Là où on fait beaucoup ces retraites d'Ayurveda, etc. Où il y a une espèce de douceur de vivre. Il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup d'eau, donc la douceur, la féminité. Ok. Il y a des cocotiers partout, donc on mange plein de plats à base de lait de coco, de noix de coco râpées, etc., etc. Enfin, et Hmm, c'est trop bien. doux. Il n'y a pas l'agitation des grandes villes du Nord, parce que l'Inde, ça peut être aussi, soit on déteste, soit on Hmm. adore. Et il y a même des personnes qui font des espèces de crises de perte de contrôle D'angoisse. d'elle-même en Inde, tellement. Je pense au niveau énergétique, c'est un endroit, sans doute, un des endroits les plus chargés dans le monde. Et puis, il y a tout le chaos qui va avec. L'Inde, Ouais. c'est psychédélique, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes que je connais qui y sont allées. En effet, alors certains, ils vont directement dans ces centres d'Ayurveda où tu vas vraiment pour te reposer, te recentrer. J'en connais d'autres, notamment une de mes cousines qui est partie dans des centres Mère Teresa sur place où justement, ben là, tu es avec des gens très pauvres. Et c'est vrai que tu as ces deux mondes de quelque part riches et ce monde très très pauvre avec potentiellement des morts sur le bas à côté de la route et puis c'est comme ça et ça fait partie du chaos comme tu dis. Oui, tout à fait. Moi, j'étais à Calcutta, donc dès que j'ai eu mon diplôme de kiné en poche, Ouais, parenthèse, donc moi, je rêvais depuis 12-13 ans, donc adolescente. Moi, je rêvais d'aller en Inde, hein, je ouais, rêvais pas euh, euh, d'autre chose, enfin si aussi, mais et donc dès que j'ai eu mon diplôme de kinésithérapeute, je suis partie en Inde travailler comme bénévole en Inde ok, et au Bangladesh dans des associations. Et effectivement, à Calcutta, euh, à 21 ans, j'ai vu ça. On ramassait les corps sur le bord de la route. hmm, Tous les matins, il y a des camions, des fossoyeurs qui passent et qui ramassent les corps wow, sans vie. Et ça hmm, fait partie du quotidien. Et puis à côté de ça, tu as des enfants qui jouent, et voilà, voir des choses comme ça, plutôt que de me choquer, ça m'a vraiment donné cette conscience que la vie, elle est précieuse, mais en même temps, il faut pas non plus se prendre trop au sérieux. hmm, Voilà, que ouais, de nouveau, je parlais tout à l'heure des différentes facettes, l'ombre et la lumière, mais que la vie et la mort, elles cohabitent sans hmm, cesse. Et peut-être c'est en prenant aussi conscience de la mort, qui peut être, on ne sait pas quand elle arrive, qu'on peut davantage être en vie et savourer la vie. Et ouais. ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de fondamental. Hmm. T'as complètement raison. Je peux que partager. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement, toi? Ça peut être un parent, ça peut être des enfants, ça peut être une personne que tu ne connais pas, que tu as lu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement? Bon, tu parlais des enfants, moi je dirais quand même que les deux personnes là qui m'inspirent le plus, en tout cas les deux personnes qui me, peut-être qui me guident le plus, ce sont mes deux filles. Euh, Ouais. Parce que Elles ont quel âge là aujourd'hui en 2023? 26 et 22. D'accord. Et parce que j'ai toujours été assez, comment dire, quelqu'un de très libre. Ouais. Et on m'a déjà dit, tu en fais beaucoup à ta tête. Hein. Voilà, suivre mon cœur. Voilà, mes choix viennent souvent de mon cœur plutôt que de choix raisonnés. Mais les deux personnes vraiment que j'écoute et pour lesquelles je me calque sur, en tout cas du mieux que je peux, ce sont mes filles. Voilà. Hmm. Et je trouve aussi fascinant d'être en contact avec cette génération
qui est, bon, ce sont mes filles, donc différente de la mienne forcément, mais qui est aussi complètement différente de ce que nous on connaît, de ce qu'on a connu, de nos systèmes de référence, etc. Et donc elles m'ouvrent en fait chaque jour davantage l'esprit, la conscience, parce qu'elles sont aussi très engagées. Voilà. Okay. Et puis j'ai eu voilà, dans Elles ont eu un bon exemple aussi. Comment ? Elles ont eu un bon exemple avec toi en termes de développement de soi. Et voilà. Et puis je disais aussi, il y a ce moine bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Ok. Mais c'est pas un gourou, mais vraiment quelqu'un d'inspirant et de très respectueux et vraiment un être, pour moi, de compassion et de sagesse. Et j'ai eu la chance de faire des retraites avec lui, de le voir en petit comité, donc d'être très proche de lui. Il est décédé l'année dernière. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspirera toujours. Après, il y en a d'autres aussi, mais voilà les deux qui me viennent. Et est-ce qu'il y a un Français ou une Française que tu aimerais entendre sur ce podcast et qui t'inspire Un Français ou une Française qui m'inspire. Ou en tout cas un francophone, quelqu'un qui parle français pour nos auditeurs. Beaucoup de podcasts, donc qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai entendu l'autre jour une acupunctrice médecin qui s'appelle Nadia Wolf. Nadia Wolf, comme le loup en... Je pense que c'est avec un V. Ok. Et alors, c'est une scientifique, une grande scientifique, parce qu'elle a étudié la médecine et puis elle a étudié des sciences, parce qu'elle cherchait à comprendre justement ce que le monde des sciences a toujours considéré comme n'étant pas très clair, c'est l'acupuncture. Ouais. Et je l'ai écoutée récemment dans un podcast et je la trouve tellement vivante et joyeuse. Voilà, qu'elle était inspirante. Mais bon, il y a plein d'autres personnes. C'est la première qui me vient là, parce que je l'ai écoutée très, très récemment. Ah, et il y a aussi, comment est-ce qu'il s'appelle ? Thomas Zedla. Thomas Zedla, ça me parle. Ok. Oui, c'est plus son prénom. Qui parle de l'intuition. Je ne sais pas s'il n'est pas canadien, lui, mais en tout cas, il parle français. Et lui aussi, j'aime bien parce qu'il lit en gros science et spiritualité. Et ça, c'est très inspirant pour moi. Ok. Super. Merci pour ce partage. Comme ça, j'irai voir un peu ce qu'ils font et puis j'irai me connecter à eux si l'envie se fait. On arrive sur les questions de fin de podcast. Quel est, en gros, de ton lever à ton coucher, quels sont tes petits rituels, toi ? Alors, je sais que tu fais un peu de yoga. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu fais ? Oui. Alors, justement, j'apprends aussi à ne pas vouloir en faire trop. D'accord. Comme dit Fabrice Midal, qui est aussi d'ailleurs quelqu'un, je trouve, de très inspirant, mais bon, qui est déjà très connu, donc je ne l'ai pas cité. Ah, dans les podcasts aussi, une dernière petite chose, c'est Alexandre Jolien, que j'aime beaucoup. D'accord. Jolien, comment tu l'écris ? Donc Alexandre, Jolien. Et lui, c'est un philosophe, mais qui a une particularité, je te laisse découvrir. Ah, ok. Pour ne pas m'égarer. Mais donc l'idée, c'est aussi de trouver l'effort juste. De pas me mettre trop, parce qu'avant j'étais Miracle Morning, je me lève à 6h du matin tous les jours. Alors je vois bien qu'en hiver, comme on le disait, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, on a tendance à se dire oui, c'est pas bien, Et donc maintenant, c'est aussi mon premier rituel, de nouveau, c'est de pratiquer cette compassion pour moi et me dire ok, cool Raoul. Et les choses vraiment que je néglige jamais, c'est m'étirer un peu. Hein, donc que ce soit des étirements juste dans mon lit ou une séance de yoga un peu plus complète, peu importe, mais quand même l'étirement. Respiration, parfois je le fais, parfois je le fais pas, parce que parfois j'ai même pas envie de respirer consciemment, parce que je sens que voilà, c'est encore trop noué. Mais boire un grand verre d'eau, tiède ou chaude si possible, ça tous les jours, c'est ça depuis la nuit des temps, et me brosser la langue. Ou avec le gratte-langue. Ça aussi, c'est des rituels ayurvédiques. Et je le fais depuis aussi... je sais pas m'en passer. C'est comme me brosser les dents. Enfin, après le brossage de langue, il y a le brossage de dents. Mais c'est le grand verre d'eau, brossage de langue, brossage de dents. Ça, c'est des trucs... Et le brossage de dents, bien évidemment, mais le brossage de langue, c'est vrai que peu de personnes le font. Est-ce que tu as des petites choses, des petits tips à nous dire là, sur ce brossage de dents, de langue, pardon, qu'est-ce qu'on enlève en fait en le faisant, ou qu'est-ce qu'on réactive en le faisant ? Alors,
ce qu'on réactive comme ça, je sais pas, ça doit être sans doute au niveau des papilles gustatives. Et puis moi, je pense aussi que la langue, elle est connectée à des branches du vague, hein, parce que tout notre visage, en fait, il est connecté à des branches ventrales du vague. Mais cela étant dit, c'est un rituel ayurvédique aussi qui date de la nuit des temps, le fait de se brosser la langue. Et c'est que la nuit, comme on ne salive pas autant, on parle pas, etc., il y a une accumulation de toxines. Et si en plus vous avez tendance à avoir une alimentation riche, Acide, ouais. etc., on le voit même. Hein. D'ailleurs, en médecine chinoise, on regarde la langue. En médecine ayurvédique, on regarde la langue. Voir si elle est chargée ou pas chargée. Et moi, me lever le matin sans brosser la langue, j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui doit être évacué, qui n'est pas évacué. Donc, c'est vraiment le premier rituel. En fait, c'est enlever un amoncellement de toxines, en fait, qui peuvent être évacuées tellement facilement. Voilà. Alors, je l'ai fait pendant des années avec la brosse à dents. Ok. Et puis j'ai acheté ce petit truc spécial là en cuivre. C'est beaucoup plus efficace aussi et bon, c'est génial. Ok, bon, je vais aller me renseigner là-dessus Oui. et voir un peu tout ça et ce qui en recoule et puis surtout la partie scientifique, je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller gratter sans faire de jeu de mots. Génial en tout cas pour ces réponses. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui toi te fait avancer ou dans les creux de la vague, ça te permet toi de remonter facilement? Pour moi, c'est vraiment cette connexion avec ce qu'il y a de plus grand et oui, cette idée qu'on n'est pas, qu'on est plus que ce qu'on pense qu'on est. On n'est pas seulement des êtres physiques incarnés dans des corps physiques, mais que on est beaucoup plus vaste. Et alors c'est comique parce que là, voilà, dans les gris-gris, c'est mes bijoux entre guillemets de famille parce que pour moi, on est aussi l'héritage de nos ancêtres. Et on est aussi ici dans cette vie-là sur Terre pour peut-être nettoyer ou faire mieux que ce qu'ils ont pu faire. En tout cas, moi, c'est ma croyance pour éviter encore la reproduction des schémas douloureux, des choses difficiles. Éviter ça à mes enfants, mais en restant dans cette connexion. Et donc, j'ai une bague de ma grand-mère et une chaîne de mon papa. D'accord. Que je porte tout le temps et que voilà que je mets de temps en temps à la pleine lune pour que ça se recharge sur des autels pour voilà bénir aussi le fait d'avoir des racines et même si les racines ont été abîmées, même si ça a été difficile, comme je disais, la relation avec mon père a été très compliquée vu sa maladie finalement. Je reconnais aussi que ce qu'il a pu transmettre donne ce que j'ai pu faire aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui. Donc, il a fallu du temps, hein, la réconciliation. Donc voilà, mes deux petits gris-gris. Ok, bon, ben ça marche. Merci en tout cas pour ce partage. Si on veut te joindre, si on veut se former auprès de toi, si on veut suivre tes workshops ou prendre des rendez-vous d'ostéopathie, comment on fait? On a ton site internet dont je mettrai le lien dans le podcast, dans les commentaires, mais comment on te joint? Je ris parce que ça c'est le côté moins organisé, c'est que voilà, j'ai un site internet, mais j'ai pas encore appris à le mettre à jour toute seule, donc il est pas souvent à jour. C'est en cours, c'est en cours. Ouais. Et sinon, il y a quand même l'agenda. J'ai un agenda électronique pour les consultations, mais seulement celle en Belgique, sur ce site internet. Et sinon, pour moi, le plus facile, c'est les réseaux sociaux, parce que là, je sais poster moi-même mes mises à jour, donc Instagram ou Facebook. Ouais, t'es pas mal ancré sur Insta et Facebook, ouais. Ouais, je travaille aussi avec une association qui s'appelle Émergence de Bruxelles, que tu connais peut-être. Et là aussi, les cycles de pleine conscience que je donne sont répertoriés. Et puis, on propose avec tous les instructeurs de méditation des petites vidéos toutes les semaines en libre diffusion sur Facebook ou Instagram. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de me retrouver. Mais malheureusement, mon site n'est pas encore la façon la plus
Non, même si ça permet d'avoir quand même une belle idée de qui tu es et tu peux quand même prendre rendez-vous. En tout cas, je crois que tu as ton agenda belge Oui, qui est l'agenda incorporé belge. dedans. Donc avec grand plaisir. Tu prends peut-être des rendez-vous aussi à Ibiza, en Espagne? Alors, peu Ouais. parce que mon idée en venant ici, c'est d'abord de me poser, de me ressourcer, et puis j'étudie beaucoup en fait ici. C'est ici que j'ai Hmm. étudié, que j'ai fait mes différentes formations, enfin, les différentes formations que j'ai faites dernièrement, donc sur ces théories polyvagales, sur le traitement du trauma aussi, donc des formations en anglais, Ouais. et puis voilà, d'expérimenter d'autres pratiques. Mais oui, j'ai quelques activités ici à Ibiza, et notamment en plus autour du yoga. Autour Hmm. du yoga, donc par exemple des enterrements de vie de jeune fille, j'ai fait ça, donner des séances sur la plage, c'est super sympa, yoga, méditation en français. Oui. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, je mettrai tous les liens Facebook, Insta, voilà, ton site web, Émergence aussi, qui est une association qui est parrainée par Mathieu Ricard en plus, et puis un autre Français qui est assez connu dans le monde de la méditation, Christophe André, Christophe André, exactement. Christophe André, Donc, qui a été aussi un de mes professeurs et qui est un homme extraordinaire aussi. ok, waouh, waouh. J'ai eu l'occasion de le croiser il y a, j'ai envie de dire, 1 an et demi, dans un séminaire d'entrepreneurs où justement il apprenait à connecter au présent les entrepreneurs, et notamment avec la méditation. Et c'était inspirant, en effet. Oui, Est-ce que oui, tu, c'est super. est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Mais non, je te dis merci, Quentin, et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de sourire. Ouais. Et donc, j'ai trouvé que c'était voilà, euh, très fluide, très joyeux aussi. Donc, Hmm. j'espère que voilà, les personnes qui écouteront en retireront la même joie, ou en tout cas un certain, voilà, un certain plaisir. Ouais, moi j'en suis persuadé en tout cas. Bah, merci infiniment Caroline. Hâte de te retrouver à Liège, en France ou à Ibiza, et puis de continuer nos échanges. Et puis toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, je vous dis à très bientôt, très probablement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao, salut. Salut! Bravo! Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.